Bonjour, bienvenue dans Lex Insight, c'est votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler direction juridique et leadership. On va également parler des préoccupations des chefs d'entreprise et enfin on parlera de l'immobilier hôtelier. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Éric Jean Garcia, co-directeur de l'Executive Master General Counsel à Sciences Po Executive Education. Éric Jean Garcia, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que le leadership ? Voilà une question facile pour commencer. Le leadership, c'est un sujet polysémique par excellence. Donc, si on veut essayer d'être un peu didactique, je pourrais dire qu'il existe 3 types de leadership. Un leadership positionnel, qui dépend de la position que l'on occupe. Un leadership de type interrelationnel, qui est d'une certaine façon distribué au sein des équipes. Et puis un leadership émergent, avec lequel on est moins habitué, qui est un leadership occasionnel, un leadership qui émerge en fonction des sujets à l'intérieur des équipes, donc qui n'est pas incarné par une position, une fonction ou un rôle. Donc 3 types de leadership, mais qu'est-ce qu'un bon leader ? Alors un bon leader, pour un leadership positionnel, évidemment, on va parler de charisme, on va parler de vision, être visionnaire. C'est quoi être visionnaire ? C'est voir au-delà des prévisions. C'est d'inspirer confiance autour de soi. Et c'est décider, prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est savoir trancher dans la nuance, par exemple. Pour un leadership distribué, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est dans un sujet beaucoup plus interrelationnel. Et un leadership distribué est un leadership qui développe le sens du collectif, c'est-à-dire la connaissance, l'intérêt des jeux d'acteurs, des jeux de pouvoir. C'est un leadership qui est éminemment intéressé par la façon dont on crée les conditions qui vont permettre aux collaborateurs de montrer de quoi ils sont capables. Et puis, pour un leadership de type émergent, c'est tout à fait différent. Les qualités d'un leadership émergent sont par définition non incarnées. Il ne s'agit pas de définir ou d'attribuer à une personne des qualités particulières. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à appréhender cette notion de leadership émergent qui fait un clin d'œil à Henri Mintzberg et sa stratégie émergente qu'il oppose aux stratégies planifiées. La stratégie émergente, c'est ce qui apparaît au fil de l'action, en fonction des opportunités. La stratégie planifiée, c'est elle qui fixe des objectifs précis sur 3 ou 5 ans. Et donc le leadership émergent s'inscrit dans cette logique de monde, on dit VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Voilà, les bonnes qualités en fait du leadership dépendent de la façon dont on conçoit et dont on agit autour de ce mot de leadership. Alors on comprend mieux maintenant ce qu'est le leadership, mais comment, si on vient aux directions juridiques, comment les directeurs juridiques peuvent-ils faire preuve de leadership ? Alors, directeur juridique, c'est une position, c'est un titre. Donc, on va regarder la dimension positionnelle du leadership. À l'Executive Master General Counsel de Sciences Po, on a pas mal travaillé, d'ailleurs, avec le Cercle Montesquieu, qui est notre partenaire, et l'École de droit de Sciences Po. Et l'idée qui émerge, et d'ailleurs, c'est une des raisons d'être de ce programme, c'est de dire que le leader, directeur juridique, doit passer d'un rôle d'expert à un rôle de généraliste, d'une part. Mais elle doit aussi devenir beaucoup plus proactif et pas simplement réactif aux questions qu'on lui pose. Donc ça nous permet d'écrire un chemin d'évolution d'un senior lawyer qui maîtrise parfaitement son sujet, un rôle d'expert business partner qui devient un interlocuteur crédible pour les fonctions stratégiques, à strategic business partner, c'est-à-dire qui cette fois-ci contribue à l'élaboration de la stratégie, à ce que j'appelle un strategic business associate, c'est-à-dire quelqu'un qui co-construit la stratégie, donc qui fait des propositions. Et ça, c'est important pour un directeur juridique qui a l'habitude de gérer beaucoup d'informations, mais dont le travail est souvent invisible. Donc il faut être proactif. Il faut être proactif, il faut montrer ce qu'on fait, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut même être pédagogique auprès des autres fonctions de l'entreprise. Il faut s'intéresser à ce que font les autres et pas simplement de loin. Par exemple, passer du temps, interagir, collaborer, coopérer
avec les autres grandes fonctions que sont le marketing, la finance, la production. Le directeur juridique sort de son confort, j'allais dire, fonctionnel pour aller sur le terrain et interagir pour pouvoir être en capacité de faire des propositions. Pour conclure, est-ce que les directeurs juridiques montent en compétence sur ce sujet? Alors ils évoluent. On peut dire qu'ils évoluent, qu'ils s'émancipent du confort expérientiel et technique. Ils évoluent pour maintenant être des partenaires à part entière de la stratégie, solliciter pour contribuer, faire des propositions et être en capacité d'appréhender les grandes questions de ce monde. Par exemple, est-ce que la croissance doit être infinie ? Ou est-ce qu'il y a des alternatives ? Est-ce que la décroissance ou la prospérité sans croissance est un sujet réaliste ? Vous voyez ? Donc c'est vraiment rentrer dans des sujets de société, que ce soit des sujets humains, écologiques ou économiques. Éric Jean Garcia, merci d'être passé sur notre plateau. C'était un plaisir. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside et j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Granier, Senior Managing Director chez FTI Consulting pour parler des préoccupations des chefs d'entreprise. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous venez de publier un baromètre de la résilience de FTI Consulting. Que révèle-t-il? Quelles sont les tendances pour les chefs d'entreprise? Le baromètre de la résilience FTI Consulting analyse tous les ans l'opinion des chefs d'entreprise sur leur vision des risques, des défis auxquels ils sont confrontés, mais aussi les mesures qu'ils prennent pour y répondre. Cette année, il y a 3 éléments qui nous ont particulièrement intéressés. Le premier, il est autour des enquêtes des autorités. Un chiffre, 1/3 des chefs d'entreprise s'attendent dans les 12 prochains mois à faire l'objet d'une enquête des autorités, que ce soit dans le domaine de la concurrence, que ce soit dans le domaine de la conformité, que ce soit dans le domaine de comportements inappropriés des autorités publiques. Pourquoi ? Vraisemblablement parce qu'avec les mesures de confinement qui se sont relâchées, les autorités ont été beaucoup plus actives et les chefs d'entreprise s'attendent à ce que cette tendance se poursuive. Le deuxième point intéressant, c'est celui de l'ESG, donc l'environnement, social, gouvernance, ces critères que doivent respecter les entreprises. On voit que les chefs d'entreprise nous déclarent à 70% qu'ils sentent une pression accrue sur la manière dont ils mènent leur politique ESG, sur la solidité de leur politique ESG. Et puis le troisième élément, c'est le cyber, c'est la cybersécurité. Ils sont là, 80%, à nous dire qu'ils ont subi, au cours des 12 derniers mois, une attaque cyber, un chiffre très important. Alors, vous évoquez justement la cybersécurité. Quelles sont les autres tendances remarquables sur ce sujet? Sur la cyber, je dirais que, comme tous les ans, on constate une augmentation de la perception du risque. C'est un risque. Alors, quand on leur demande quel type d'attaque ils ont subi, les chefs d'entreprise nous disent en premier le phishing, en deuxième le vol de données, en troisième la demande de rançon, vous savez, le ransomware. Il y a un autre sujet intéressant, c'est les données personnelles. C'est vraiment un sujet d'attention important pour eux. Les données personnelles, ils sont 1/4 à nous dire qu'ils ont subi une perte financière liée à un problème de données personnelles. Et ils sont plus de la moitié d'entre eux à nous dire qu'ils ont pris des mesures proactives pour préserver ces données personnelles. Donc un sujet vraiment, vraiment important pour eux. On voit également que le sujet cyber est aussi un sujet de réputation. En fait, vous allez avoir un impact sur les finances, vous allez avoir un impact sur la technologie, mais les chefs d'entreprise nous déclarent que dans les priorités des journalistes, ils considèrent en numéro 2 que le sujet des données personnelles, le sujet cyber, va être la chose qu'ils mettront en avant. Donc si vous voulez, les chefs d'entreprise ont vraiment bien anticipé le fait que ces données personnelles seraient aussi potentiellement pour eux un sujet de réputation dans les mois à venir. Alors, évoquons maintenant les critères ESG. C'est aussi un sujet qui est particulièrement prégnant dans votre baromètre. Pouvez-vous expliquer ce qui ressort justement de ce baromètre? Bien sûr, donc les sujets ESG, vous savez, environnement, social, gouvernance, sont des sujets qui sont au cœur des débats de la société. On parle de transition écologique, on parle d'urgence climatique, on parle de diversité, d'inclusion, de responsabilité sociale des entreprises. Donc un sujet de débat public, d'opinion. C'est aussi de plus en plus un sujet dont se saisissent le régulateur, le législateur, et donc un sujet de conformité. C'est ça qui nous a intéressé dans la dernière enquête, c'est que vous avez 1/3 des chefs d'entreprise qui disent « Nous nous attendons, dans les 12 prochains mois, à faire l'objet d'une enquête des autorités sur notre pratique de l'ESG ».
Et donc, pas très étonnant, comme je vous le disais au départ, que près de 70% d'entre eux disent, voilà, l'ESG, c'est pour nous, sinon une contrainte, en tout cas une pression supplémentaire que l'on ressent. Mais ce qui est positif, je dirais aussi, c'est qu'ils sont plus de 80% à nous dire qu'on a évolué aussi dans notre perception de l'ESG. Certes, c'est un sujet de gestion des risques, comme on le considérait traditionnellement, mais c'est aussi un sujet d'opportunité d'affaires, d'opportunité business. Nos clients demandent à ce que l'on ait une offre qui soit compatible ESG, et donc ça, c'est une opportunité et c'est positif. On va conclure là-dessus. Merci Guillaume d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside et je suis en compagnie de Géraud de Franlieu, associé chez Sécri Valentin Zérouc, avec qui nous allons parler des tendances en matière d'immobilier hôtelier. Bonjour Géraud. Bonjour. Alors, quelles sont les principales tendances en matière d'immobilier hôtelier? Alors, les dernières tendances en matière d'immobilier hôtelier, c'est principalement l'hôtellerie lifestyle. L'hôtellerie lifestyle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients recherchent plus de services, plus de lieux de vie, plus de digital, plus d'expérience client. Donc aujourd'hui, en fait, tous les groupes hôteliers ont une nouvelle offre et développent leur offre vers une hôtellerie beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus tournée vers l'expérience client. Alors, est-ce qu'on voit des distinctions entre Paris et la province dans ce secteur? Absolument. Il y a des distinctions déjà en termes de taille des hôtels. Les hôtels en province, généralement, sont plus grands que les hôtels à Paris, mais à l'inverse, le taux d'occupation à Paris est plus élevé qu'en province. Généralement, le taux d'occupation moyen à Paris est de 80% et le taux d'occupation en province est de 60%. Après, la deuxième différence, en fait, c'est la typologie d'investisseurs sur l'immobilier parisien et l'immobilier en province. L'immobilier parisien, il y a beaucoup de danseuses. C'est des hôtels qui sont un peu trop faits pour les investisseurs, alors que l'immobilier de province, c'est plus de l'immobilier, de l'hôtellerie et de l'immobilier de rendement. S'agissant du prix, est-ce que la crise a eu un impact sur les prix? Pas encore. On a vu une petite baisse de prix, mais vraiment à la marge, entre 4 et 5% sur le prix de l'immobilier, sur le prix des hôtels. Mais alors que, pour rappel, avec le Covid, on a eu 60% de baisse de chiffre d'affaires entre 2020 et le premier trimestre 2021. Mais les prix sont restés assez résilients. Mais il est possible que la prochaine tendance, on voit une baisse des prix peut-être un petit peu s'accélérer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de groupes familiaux et d'hôteliers qui ont continué pendant cette crise, mais qui sont un petit peu fatigués. Il y aura les PGE à rembourser, donc il est possible que la tendance soit un petit peu baissière. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qu'on peut noter sur ce secteur? Il y a une tendance effectivement au regroupement. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup avec d'anciens d'accords qui se sont créés et qui reprennent justement en province des hôtelleries, de l'hôtel 3 étoiles, 2 étoiles pour créer des petits groupes régionaux. Pour conclure, quels vont être les prochains développements, les perspectives dans ce secteur? C'est les prochains développements. En fait, nos clients, principalement des investisseurs, sont assez confiants en fait, dans l'avenir de l'hôtellerie. Assez confiant pour deux choses. C'est aujourd'hui, la reprise est là. Aujourd'hui, les gens voyagent à nouveau avec cette nouvelle offre lifestyle, notamment dans les PME. Il y a les salons qui reprennent. Donc, les hôtels affichent de bons taux d'occupation, aussi bien en business qu'en loisirs. Après, il y a encore une clientèle qui est toujours pas arrivée, c'est la clientèle étrangère. Donc, effectivement, il y a encore une petite marge de progression avec la clientèle étrangère. Et la deuxième clientèle aussi qui fait encore un peu défaut, c'est les suites du Covid, qui est la clientèle en fait, des grands groupes internationaux qui, eux, sont encore beaucoup en fait, en télétravail et pas encore repris complètement les déplacements. Mais les investisseurs et les acteurs de ce secteur sont confiants. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Géraud, merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.